Le docteur Melot, président de l'Ordre provincial de Bruxelles et du Brabant wallon et vice-président de l'Ordre national, a courageusement organisé le 4 février 2023 au Château du Lac de Genneval un symposium sur le thème déontologie et vaccination. Même si certains d'entre vous sont déçus, ce que nous avons acquis le 4 février est considérable. Nous sommes désormais persona grata. Souvenez-vous que le docteur Béjani voulait nous mettre en prison. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, vous les mettez en prison, comme vous faites? Celui qui roule à 180 à l'heure, il va en prison, je sais pas. L'ordre admet du bout des lèvres que la pharmacovigilance est inopérante. La vaccination obligatoire est enterrée pour tous. Le rempart ordinal se fissure et c'est grâce à vous. Quand je dis vous, je parle bien sûr de tous les médecins qui ont dit non. Mais je parle aussi de ceux qui, depuis toujours, se mobilisent pour cette noble cause et la soutiennent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Dans l'aube fraîche et bruineuse du 4 février, vous étiez 570 résistants qui cachaient leur colère sous le voile d'un silence assourdissant. Que reste-t-il à l'ordre pour justifier sa circulaire du 23 janvier, sinon d'affirmer que les vaccins, comme les indulgences du Moyen-Âge, ont sauvé des millions de vies? Je persiste et signe pour dire que, effectivement, la vaccination et le booster sont les moyens les plus efficaces aujourd'hui pour protéger les plus vulnérables. M. Goldman confirme par ses propos que la vaccination n'a aucune raison d'être chez les jeunes en bonne santé. Il prétend, en revanche, qu'il protège très efficacement les personnes les plus vulnérables, soit... Eh bien, vérifions si cette affirmation est correcte. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Pour répondre à cette question, j'ai consulté les chiffres de Cienzano, que personne ne contestera puisque cette institution fut la référence actuarielle officielle dont les experts se sont servis durant la crise pour justifier les mesures liberticides. Les données sont disponibles du 16 janvier au 20 novembre 2022. Je me suis plus particulièrement penché sur les chiffres relatifs au taux de mortalité à l'hôpital cumulé sur 14 jours pour 100 000 personnes, par statut vaccinal et par groupe d'âge. Nous les retrouvons facilement sur les graphiques publiés chaque semaine par Cienzano. Nous avons 3 statuts vaccinaux: les non-vaccinés, les primo-vaccinés qui ont reçu 2 doses et ceux qui ont reçu le booster. Nous avons 3 groupes d'âge: les personnes actives de 18 à 64 ans, les retraités et les personnes âgées de plus de 85 ans. Voyons tout d'abord quelles sont les tranches d'âge les plus vulnérables et pour ça regardons les taux de mortalité des non-vaccinés. La courbe en bleu foncé représente les personnes actives non vaccinées. Vous voyez que leur taux de mortalité est extrêmement faible et qu'il le reste. Pour cette catégorie de moins de 65 ans, le risque vaccinal dépasse assurément le risque infectieux. Pour mémoire, les taux de mortalité calculés par le professeur Ioannidis, 65e chercheur mondial au ranking de Research.com, ne laissent aucun doute sur l'absence de risque en dessous de 50 ans. La courbe rouge est celle des retraités, c'est-à-dire des personnes de 65 à 84 ans. Elle montre un pic de mortalité significativement plus élevé que chez les actifs, mais celui-ci s'efface après le passage du delta. En gris, la courbe des personnes de plus de 85 ans non vaccinées. C'est dans cette catégorie que la majorité des décès Covid se sont produits. Avec un pic de plus de 150 décès pour 100 000 personnes, c'est-à-dire un taux de mortalité de 1,5%, c'est aussi la tranche d'âge qui a contribué aux différents rebonds, comme nous le voyons. Il n'y a eu ni bond ni rebond chez les personnes actives. Ils ont été minimes chez les retraités. Ils sont évidents chez les personnes âgées.
Examinons maintenant les effets du vaccin sur les personnes vulnérables et commençons par les retraités de moins de 85 ans. En bleu, il s'agit des retraités non vaccinés, en rouge, des retraités primo-vaccinés et en gris, des vaccinés qui ont reçu le booster. Que voyons-nous? Nous voyons que durant la phase Delta, les patients qui avaient reçu le booster étaient assez bien protégés, mais qu'après la 10e semaine de 2022, l'effet du booster par rapport aux non-vaccinés devenait beaucoup plus modeste. En revanche, ceux qui n'étaient vaccinés que 2 fois, non seulement ne recueillaient aucun bénéfice du vaccin, mais au contraire, présentaient un risque de décès plus élevé que les non-vaccinés et souvent de façon très significative. Chez les personnes de plus de 85 ans, si le booster a pu être efficace durant le pic Delta et ses rebonds, la primo-vaccination a été un désastre. Si j'exprime la mortalité en pourcent de la mortalité des non-vaccinés, qui devient dès lors la référence des 100%, nous voyons que la mortalité des personnes âgées primo-vaccinées atteint 700% par rapport aux non-vaccinés. J'entends déjà vos commentaires. Pourquoi m'être arrêté en novembre 2022? Et où sont passés la dernière semaine de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier et la première semaine de février? Ce n'est pas par paresse que mes graphiques s'arrêtent brutalement. Le 20 novembre, Sciensano a décidé unilatéralement de renoncer à publier des chiffres désastreux, comme on cache un bulletin rempli d'échecs. J'ai posé la question au professeur Goldman de savoir s'il avait une explication au fait que les doubles vaccinés meurent beaucoup plus souvent que les non-vaccinés. Voici sa réponse. Et que les doubles vaccinés, eux, avaient un risque de mortalité, une létalité bien supérieure aux non-vaccinés. Est-ce que vous pouvez interpréter ce phénomène? Pour ce qui est de votre dernier commentaire, bon, moi je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas là, je ne représente pas Sciensano. Je viens de vous parler de Sciensano, qui est en fait l'organe officiel, l'institution de la recherche scientifique qui opère sous l'autorité de la ministre fédérale de la Santé, et on peut le dire, qui supervise la lutte contre le coronavirus. Sciensano est au centre d'une critique violente qui vient de l'Académie royale de médecine de Belgique et de l'Académie royale des sciences et lettres de Belgique. Avec nous sur ce plateau, Didier Vivier, bonsoir, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Didier Vivier, vous pointez du doigt Sciensano, vous parlez même d'improvisation dans la gestion de la crise sanitaire. Je peux le dire, c'est une accusation assez dure. C'est une accusation assez dure, mais c'est un constat. Et c'est ce qui nous inquiète parce que il y a un risque que l'on sape ainsi la confiance de la population dans les organes qui gèrent la crise. Il y a bien évidemment le fait que les hommes politiques et les femmes politiques se sont tournés vers les scientifiques pour les aider dans la décision, la référence. Et que sans argument, sans transparence, sans explication des méthodes sur lesquelles reposent les décisions, ce n'est pas de la science. On peut admettre que l'on est tenté de faire un vaccin contre un coronavirus alors que les gens sérieux savaient qu'il ne fonctionnerait pas. On ne doit pas mettre d'obstacle à la science quand elle cherche le bien commun. Le drame n'est pas que ce soit un fiasco, mais que des apprentis sorciers aient administré un traitement inconnu qui s'est révélé inutile et toxique à des gens qui n'en avaient nul besoin. Le crime, car c'en est un, est de les avoir contraints de choisir entre le vaccin et la liberté. Quelle leçon peut-on tirer de tout cela? En réalité, il y en a 3. La première, c'est que la médecine n'est pas un jeu pour politologues, pour statisticiens ou pour biologistes cliniques. Elle doit être réservée aux praticiens qui voient mourir les gens qu'ils sont incapables de sauver. Nous avons en charge des échanges compliqués où nous tentons de placer un curseur entre les certitudes de la science et le poids de l'expérience, afin d'offrir avec empathie et sans contrainte le résultat de notre réflexion au patient qui fait appel à nous.
Ce n'est ni un Global Young Leader qui se prend pour un monarque grâce à une loi d'habilitation arrachée à un Parlement paralysé par la discipline de parti, ni encore à M. De Gemep de nous dire ce que nous avons à faire. La seconde leçon que nous devons tirer, c'est que Cienzano, comme beaucoup d'experts, n'a pas joué le jeu de la science et qu'il est impératif de mettre de l'ordre au sein de tous ces groupuscules douteux qui d'une main puisent dans le trésor public et de l'autre dans la manne des laboratoires. La troisième leçon, c'est qu'il est inacceptable d'administrer massivement un vaccin qui n'est, et c'est le moins qu'on puisse dire, rien d'autre qu'un pari biologique.